Alors, chers étudiants, soyez le bienvenu dans ce cours de module électromagnétisme dans le vide destiné aux étudiants de la filière SMP S3. Pour le contenu de cette présentation, donc, on commence par le théorème d'Ampère. Alors, notamment, on va voir donc les trois cas de distribution de courant. Alors, distribution de courant filiforme, courant volumique et de courant surfacique. Alors, on passera ensuite au théorème d'Ampère pour le potentiel vecteur A. Alors encore, c'est la circulation de potentiel vecteur A à travers une courbe fermée C. On abordera ensuite les équations de Maxwell-Ampère, ou bien ce qu'on appelle, c'est la forme locale théorème d'Ampère. Alors on montre comment on peut appliquer le théorème d'Ampère et on passera aux exemples d'application. On terminera par les équations de passage de champ magnétique. En particulier, on va voir la continuité de la composante normale de champ magnétique, la discontinuité de la composante tangentielle de champ magnétique. Alors, théorème d'Ampère. Théorème d'Ampère, donc, c'est l'équivalent ou l'analogue de théorème de Gauss en électrostatique. Il permet de déterminer le champ magnétique en un point M lorsque les propriétés de symétrie, ils sont fortes, ou dans le cas d'un conducteur qui est infiniment lent. Alors, la circulation de champ magnétique B le long d'une courbe gamma fermée orientée, appelée compteur d'Ampère, est égale à la somme algébrique des courants qui traversent la surface S délimitée par gamma. Alors, on dit que gamma enlace le circuit. Alors, l'intégrale de B scalaire dl est égale à mi0 fois I enlacé. Ça, c'est la forme intégrale de théorème d'Ampère. Alors, B, c'est le champ magnétique qui est créé par le conducteur parcouru par le courant I. Alors, dl, c'est un élément infinitésimal de déplacement de la courbe oméga. Donc, c'est un élément de la courbe oméga. Alors, I enlacé, c'est la somme algébrique des courants qui traversent toute surface s'appuyant sur le compteur oméga. Alors, donc le mot algébrique, ça veut dire que le courant I enlacé peut être positif ou négatif. Alors, le signe de courant, alors il dépend du sens de vecteur normal à la surface. Alors, comme le montre cette figure, alors ici, si on oriente donc la courbe oméga dans ce sens, alors le vecteur normal, il est déterminé par la règle de la main droite ou par la règle de tire-bouchon. Donc, il est vers le haut. Donc, il est dans le même sens que le courant I. Alors, dans ce cas-là, alors I enlacé égale A plus I. Et l'intégrale de B scalaire dl est égale à mi0 I. Alors, si on inverse le sens, ça veut dire si on a le sens de oméga, il est dans ce sens. Si on oriente oméga dans ce sens-là, alors le vecteur normal, il sera vers le bas et sera donc de sens opposé au vecteur I. Et dans ce cas, I enlacé égale à moins I. Donc, alors on utilise donc soit la règle de tire-bouchon, soit la règle de la main droite pour déterminer le vecteur normal à la surface S. Donc, l'orientation, elle est arbitraire. Mais de préférence, il faut orienter le compteur d'Ampère dans le même sens de champ magnétique. Alors, on compte positif le courant de même sens que la normale ds à la surface délimitée par oméga et négatif le courant de sens contraire. Alors, l'orientation de la surface S se déduit de celle de compteur oméga par la règle de tire-bouchon ou par la règle de la main droite. Alors, c'est André-Marie Ampère. Alors, généralisation du théorème d'Ampère, cas d'une distribution de courant filiforme. Alors, considérons un système composé d'un ensemble de circuits parcourus par le courant I égal à 1, 2 et 3. Alors, c'est-à-dire, on a un compteur d'Ampère qui est traversé par plusieurs courants, I1, I2, I3, etc. Alors, dans ce cas, l'intégrale de B scalaire dl, travers donc une courbe fermée oméga, égale à mi0 enlacé. Alors, qu'on peut écrire ces mi0, alors plus ou moins la sommation est I. Donc, on va décomposer le courant I enlacé, donc en courant positif et courant négatif. Donc, la sommation de P et P, c'est courant positif, et la sommation moins N, et N, c'est courant négatif. Alors, donc, on passera à quelques exemples. Alors, dans cet exemple, donc, on a donc un contour d'Ampère qui est orienté dans ce sens-là. Il est traversé ici par deux courants, donc par deux circuits qui sont parcourus par le courant E1 et les courants E2. Le courant
étroit ne traverse pas donc la surface s'appuyant sur ce compteur. Ça veut dire que oméga, le compteur d'ampères ici, n'enlace pas alors le circuit qui est parcouru par le courant étroit. Alors, et par conséquent, donc, le théorème d'Ampère s'écrit l'intégrale de B scalaire dl est égal à mi0, facteur de I2 moins I1. Alors ici, donc, le courant I1, il est orienté vers le bas. Le vecteur normal à la surface qui est déterminé par la règle de tire-bouchon, bien par la règle de la main droite, elle est vers le haut. Et par conséquent, N et 1 ils sont de sens opposé. Donc ici, on aura moins I1. Et le courant I2, il est vers le haut. Donc, de même sens que le vecteur normal à la surface. Donc, on aura ici I2. Donc, l'intégrale de B scalaire dl est égale à mi0 facteur de I2 moins I1. Alors, comme vous voyez ici, donc, la courbe d'ampère, elle est orientée dans le même sens de champ magnétique. Donc, ça, c'est un choix arbitraire. Alors, donc, deuxième cas. Donc ici, c'est compteur d'ampère noté C, orienté également dans le même sens de champ magnétique. Donc ds est un élément de l'encours de la courbe C. Ici, le compteur d'ampère, il est traversé par les trois courants, E1, E2 et E3. Donc, alors on détermine également la normale à la surface, ici indiquée par donc la couleur verte. Alors, en utilisant la règle de la main droite ou la règle du tire-bouchon, donc il est en suivant alors ce sens-là. Le vecteur normal, il est vers le haut, donc il est de même sens que le courant E3 et de sens opposé au courant E1 et E2, et par conséquent, le théorème d'Ampère s'écrit l'intégrale de B scalaire dl est égal à mi0 E3 moins E1 moins E2. Alors, cas d'une distribution de courant non filiforme. Alors, donc, dans le cas d'une distribution volumique, l'intégrale de B scalaire dl égale à mi0 fois l'intégrale de GV ds, avec GV, c'est le vecteur densité de courant volumique. Alors, pour une distribution surfacique, l'intégrale de B scalaire dl est égale à mi0, l'intégrale de GS scalaire NdL avec GS, c'est le vecteur densité surfacique de courant. N, c'est un vecteur unitaire tangent à la surface S du circuit et qui est perpendiculaire à L, N des dimensions de la nappe de courant ou de la surface plane. Alors, théorème d'Ampère pour le potentiel vecteur A. Alors, soit C, un compteur court fermé orienté, c'est une surface quelconque qui s'appuie sur C. Alors on sait que B est égal à rotationnel de 1, donc implique que l'intégrale de B scalaire ds, alors est égal à l'intégrale double de rotationnel de A scalaire ds, ici on a remplacé B par rotationnel de A, en utilisant le théorème de Stokes, donc cette expression soit égale à l'intégrale ou bien la circulation de vecteur A à travers une courbe fermée C, donc c'est l'intégrale de A scalaire d de R. Alors, le but ici, c'est de déterminer le potentiel vecteur A, alors en utilisant l'expression de B. Ça veut dire, connaissant l'expression de B, on peut déterminer l'expression de potentiel vecteur A. Alors, dans ce cas, donc, il faut déterminer donc la forme de compteur C. Alors, donc, en utilisant bien sûr l'étude d'invariance et de symétrie. Donc, le compteur d'ampère C est déduit de la direction de potentiel vecteur A qui est déterminée par une étude d'invariance et de symétrie. Donc, en faisant une étude d'invariance et de symétrie, on détermine la direction de potentiel vecteur A et à partir de cette direction, on détermine donc la forme de compteur C. L'équation de Maxwell-Ampère, ou bien ce qu'on appelle forme locale de théorème d'Ampère. Alors, l'intégrale de B scalaire dl, donc, en utilisant le théorème de Stokes, c'est égal au rotationnel de B scalaire ds. Alors, ça d'une part, et d'autre part, on a l'intégrale de B scalaire dl est égal à mi0 G fois ds, avec G, c'est le vecteur, alors, c'est le vecteur volumique de courant, densité de courant volumique. Alors, on nous déduit que rotationnel de B, donc par identification, on déduit que rotationnel de B égale à mi0 fois G. Donc, c'est la quatrième équation de Maxwell. Alors, application théorème d'Ampère. Alors, lorsqu'on dispose de distribution de courant très symétrique ou infinie, on utilise le théorème d'Ampère. Alors, ce théorème permet de déterminer le module de B engendré par la distribution de courant, ça veut dire qu'il est créé par la distribution de courant,
Alors, donc, le théorème d'Ampère ne peut que ne permet que de déterminer donc la norme de potentiel, la norme de champ magnétique B. Alors par contre, donc la direction et la dépendance de champ magnétique B vis-à-vis des variables sont déterminées par l'étude de symétrie et d'invariance. Alors pour ce faire, il convient de réaliser les étapes suivantes. Donc déterminer les lignes de champ déduites de l'étude de la symétrie et de l'invariance. Donc comme le cas d'un fil, on a B est égal à BR fois Eθ. Donc à partir de cette expression, on peut déterminer donc les lignes de champ. Donc choisir le contour d'Ampère orienté, calculer la circulation de champ magnétique B. Alors, calculer le courant enlacé, c'est-à-dire le courant total qui traverse la surface délimitée par le compteur. Et enfin, appliquer le théorème d'Ampère pour déduire la norme de champ magnétique. Alors, détermination du compteur d'Ampère. Le compteur doit passer par le point M et suivre les lignes de champ ou les couper orthogonalement. Alors ici, donc, suivre les lignes de champ, c'est le cas par exemple d'un fil. Alors on trouve que les lignes de champ sont circulaires et par conséquent donc compteur d'Ampère donc c'est aussi c'est un cercle. Alors donc le couper orthogonalement donc c'est le cas d'un solénoïde où on a donc le compteur c'est un rectangle. Alors BM il est constant sur le compteur d'Ampère. Alors si les lignes de champ ils sont fermées, on choisira un compteur fermé qui est égal à la ligne de champ. Dans ce cas, on a B parallèle à DL. Exemple, cercle pour un fil infini. Donc, pour un fil infini, les lignes de champ, ils sont circulaires. Comme ils sont fermés, donc on va choisir le compteur fermé égale les lignes de champ. Ça veut dire compteur fermé, c'est un cercle. Alors, si les lignes de champ, ils sont ouvertes, alors c'est comme le cas d'un solénoïde. Alors, on a B, il est parallèle à DL sur une partie, le oméga, et B, il est perpendiculaire sur le reste. Donc, pour solénoïde, donc, on a le compteur, c'est un rectangle. Donc, on a le champ magnétique B, il est parallèle à DL, donc, sur une partie de rectangle, donc, sur la ligne de champ, alors, qui est déterminée par l'étude d'invariance et de symétrie, et il est orthogonal sur le reste. Donc, on ajoute des segments qui sont perpendiculaires à la ligne de champ. Alors ici on donne quelques exemples, quelques exemples alors de compteur d'Ampère pour quelques circuits. Alors ici c'est l'exemple d'un fil infini ou un cylindre. Alors l'étude d'invariance et de symétrie a montré que le champ BM égale à BR Eθ. Alors dans ce cas les lignes de champ sont des cercles et par conséquent compteur C, c'est un cercle. Alors également ici, donc c'est l'exemple d'une bobine torique. Ici, une bobine elle est constituée par des spires alors circulaires, alors comme le montre cette figure. Donc ER, il est dans ce sens. EZ, donc c'est l'axe de la bobine et Eθ, c'est un vecteur qui est entrant. Alors donc, de la même manière ici, c'est une bobine torique, mais cette fois-ci, il est constitué par des spires qui sont rectangulaires. Alors, dans les deux cas, l'étude de l'invariance et de symétrie a montré que le champ magnétique B de M, alors égal à BRZ fois Eθ. Donc, les lignes de champ, elles sont circulaires et par conséquent, le contour C, c'est un cercle. Donc, ici, c'est l'exemple d'un solénoïde infini. Ça, c'est l'axe, donc, de solénoïde. Ça, c'est le courant, donc. Alors, donc, il est sortant. Donc, c'est un courant qui est surfacique. Ici, comme vous voyez, donc, le champ magnétique B, il est dirigé suivant l'axe OZ. Donc, on a montré que, alors, l'étude de l'invariance et de symétrie, donc, il a montré que le champ magnétique, il est suivant l'axe de solénoïde. Donc, ce qu'on voit ici, donc, donc, les lignes de champ, ils sont parallèles à l'axe de solénoïde. Donc, ici, c'est une partie ou bien de ligne de champ. Le champ magnétique, donc, il est parallèle à l'axe E de Z. Donc, pour avoir une courbe fermée, on doit ajouter des segments qui sont parallèles à la ligne de champ. Alors, dans ce cas-là, on a B, il est parallèle à DL, et dans ce cas-là, on a B, il est perpendiculaire à DL.
Donc, on ajoute donc la parallèle à la ligne de champ et on ajoute aussi des segments qui sont perpendiculaires à la ligne de champ. Alors, donc, on a BM, déjà montré que B, c'est BR égale à EZ. Et par conséquent, donc, le compteur C, c'est un rectangle. Alors, même chose ici, on a donc un plan infini qui est constitué par des fils infinis qui sont parcourus par deux courants qui est dans le sens de vecteur unitaire E de X. Alors, donc, on a déjà montré que alors le plan qui est formé par EX, EZ, c'est un plan de symétrie. Par conséquent, alors le champ magnétique B, il est perpendiculaire à ce plan, donc il est porté selon le vecteur unitaire EY. Et par conséquent, donc les lignes de champ, elles sont parallèles au vecteur E de Y. Alors donc, le champ magnétique B, donc c'est BZ E de Y. Donc on doit, pour déterminer un compteur d'ampères, donc on doit ajouter donc des segments qui sont alors perpendiculaires à la ligne de champ ici qui est suivant Y. Donc soit alors le segment soit donc dans le même sens de E de X ou bien dans le même sens de E de Z. Alors que donc le compteur d'ampères doit passer par le point M, M est sur l'axe OZ, donc on doit ajouter un segment qui est donc qui est parallèle au vecteur unitaire E de Z. Donc on obtient donc compteur d'ampères, c'est un rectangle qui est situé dans le plan EY et E de Z. Par exemple d'application, donc soit un conducteur cylindrique, alors de section circulaire R et de longueur très supérieure à R. Donc un cylindre infini, ça veut dire qu'il possède donc une longueur qui est très supérieure au rayon. Alors l'étude de l'invariance et de symétrie dont B égale à BR Eθ implique que les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe OZ de cylindre. Alors ici c'est donc B qui est égal à BR Eθ. Alors donc le compteur fermé est donc un cercle un cercle centré sur l'axe E de Z. Alors comme le montre ici, ça c'est le compteur d'ampères C. Donc BM, le champ magnétique BM, donc il est tangent donc au point M ici au cercle. Donc il est orienté de même sens que le champ magnétique B, et pour lequel BR il est constant. Donc vous avez un compteur C et C. Alors ici c'est le point M, on veut déterminer donc le champ magnétique B. BM il est tangent au point M, donc il est parallèle au vecteur de placement ici D de L. Alors pour les théorèmes d'ampères, l'intégrale de B scalaire D de L est égale à μ0 fois la sommation plus ou moins I. Donc, alors on distingue deux cas, R supérieur à R et R supérieur à R. Alors pour R supérieur à R, donc c'est ce cas-là, donc on choisit qu'un compteur fermé c'est C1 et les deux surfaces S1. Alors et on lacet, donc c'est la somme des courants algébriques qui traversent les surfaces s'appuient sur le compteur C1. Alors ici, dans ce côté-là, il n'y a pas de courant. Ici, il n'y a pas de courant. Donc, les seuls courants qui traversent les surfaces S1 s'appuient sur le compteur C1, sont les courants I. Alors, donc, et en suivant cette orientation, donc le vecteur normal à la surface, il est vers le haut, il est de même sens que le courant I. Donc le courant I enlacé, il est positif et par conséquent I enlacé égale à plus I. Alors l'intégrale de B scalaire D de L, donc est égale à BR scalaire DL. BR et DL, alors ils sont tous les deux dans le même sens, donc ils sont portés par le vecteur unitaire Eθ. B est égal à BR Eθ, DL est égal à DL Eθ, et par conséquent le produit scalaire de BR et DL, donc c'est BR T de L. Comme BR il est constant sur donc le compteur d'ampères, on peut le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Donc l'intégrale de B scalaire DL est égale à BR fois l'intégrale de 0 de PR de DL, donc ça donne le périmètre de cercle, donc on obtient 2PR BR égale à μ0i, ce qui implique que B de R égale à μ0i sur 2PR. Alors donc on va passer au deuxième cas, R est inférieur à R, alors dans ce cas-là, donc le compteur d'ampères c'est C2, alors donc
Alors, on va chercher donc les courants donc, qui traversent la surface S2, alors s'appuyant sur le compteur C2. Alors, on va appeler ce courant enlacé, c'est les courants E2. Alors, comme vous voyez ici, donc, la surface S2 n'est pas traversée par tous les courants I, donc elle est traversée par une partie, alors, des courants I. Alors, donc, pour R inférieur à R, le compteur fermé choisit C2, surface S2, c'est un cercle de rayon R enlaçant le courant E2. Alors, si on suppose que le courant I est uniformément réparti dans la section de conducteur, on a, alors G égale à I sur S égale à I2 sur S2. Ça veut dire que le vecteur densité de courant, il est uniforme, il est le même dans tout le cylindre. Donc, ce qui implique que I2 égale à I S2 sur S, donc on connaît I, on connaît S, donc c'est la section de cylindre qui est égale à PR carré. S2, c'est la section donc pour le compteur d'ampères, donc c'est PR carré. Donc on simplifie par I, on aura donc, c'est I2 est égal à I petit r carré sur R carré. Alors on revient au théorème d'ampère, donc l'intégrale de B scalaire ds est toujours 2PR fois BR, donc est égal à mi0 fois I2. Donc I2, c'est le courant donc qui traverse la surface S2 s'appuie sur le compteur C2, donc qui est égal à IR carré sur R carré. Donc finalement on obtient BR est égal à mi0 I sur 2pi fois petit r sur R carré. Alors ici, on regroupe les résultats des deux cas. BR est égal à mi0 I sur 2pi petit r sur R carré pour R inférieur à grand R et mi0 I fois 2pi sur 2PR pour R supérieur à R. Alors on passe à la représentation. Donc pour R est inférieur à grand R, le champ que vous voyez ici, il est linéaire. Donc il passe par l'origine. Donc pour R égale à 0, on obtient c'est 0. Pour R égale à grand R, donc c'est mi0 I sur 2pi R ici. Pour le deuxième cas, R supérieur à R également. Alors pour R égale à grand R, on obtient mi0 I sur 2pi R ici. Et pour R tend vers l'infini, donc B de R tend vers 0. On remarque donc qu'il y a ici une continuité de champ au point R égale à grand R. Alors, équation de passage de champ magnétique, continuité de la composante normale de champ magnétique. Alors, donc, considérons une surface de densité superficielle de courant G de S, alors cette surface-là, alors séparant deux régions 1 et 2 dans lesquelles règnent les champs magnétiques B1 et B2 au voisinage de oméga. Donc, on a une surface plane qui est donc caractérisée par vecteur densité de courant G de S. Il sépare deux régions, la région 2 où ça existe un champ magnétique B2 et la région 1 où ça règne un champ magnétique B1. Alors, considérons une petite surface cylindrique S, donc qui est égale à S1 plus S2 plus L traversant la nappe de courant, alors sigma. Donc, on a ici un cylindre, et donc la partie supérieure du cylindre, elle est dans la région 2, la partie inférieure de section S1, elle est dans la région 1. Alors, on a S, donc c'est une surface fermée qui est constituée par trois surfaces, S1, S2 et SL. Alors, comme c'est une surface qui est fermée, donc le champ il est conservatif, ça veut dire que l'intégrale de B scalaire dl égale à 0. Donc, on va décomposer cette intégrale en trois intégrales. Donc, c'est l'intégrale de B scalaire ds à travers S1, l'intégrale de B scalaire ds à travers S2, plus l'intégrale de B scalaire ds à travers la surface latérale. Alors, dans le cas où SL tend vers 0, donc c'est SL, cette surface-là tend vers 0, S1, donc il tend vers S2, et par conséquent, l'intégrale de B scalaire ds traverse L égale à 0, donc, et on obtient l'intégrale de B scalaire ds travers S1 plus l'intégrale de B scalaire ds à travers S2 égale à 0. Sur S2, on a le vecteur normal, c'est N12, il est orienté vers le haut. Donc ds2 donc est égal à N12 fois ds. Et sur S1, on a le vecteur normal à la surface S1, il est dirigé vers le bas, donc sens opposé au vecteur N12. Donc, sur S1, ds est égal à moins N12 fois D2S. Alors, en remplaçant donc ces deux intégrales, on obtient l'intégrale de B2 moins B1. Alors, à travers S1 qui est égal à S2, scalaire N12 fois ds égale à 0.
Donc, faisons le produit scalaire. Donc, on aura, alors ici, c'est B2 moins B1, N12 égale à 0. Donc, produit scalaire, ça donne B2N égale à B1. N, ça veut dire que la composante normale de champ magnétique est continue. Alors, discontinuité de la composante tangentielle de champ magnétique. Alors, considérons également ici une surface plane, alors qui est parcourue par vecteur densité de courant surface Xg de S, alors qui est parallèle au vecteur unitaire E de X. Alors, cette surface, elle est dans le plan EX, alors EY. Alors, on a déjà montré que, donc, pour déterminer le champ magnétique, on a un point M qui est sur l'axe O2Z. On a déjà montré que le plan, alors ici, EX, E2Z, c'est un plan de symétrie de la distribution de courant. Et par conséquent, le champ magnétique, il est porté par le vecteur unitaire E de Y. Donc, les lignes de champ, alors ils sont également, donc, selon l'axe, le vecteur unitaire E de Y. Donc, pour déterminer le champ magnétique B, on a un point M qui est situé sur l'axe O2Z, en utilisant le théorème d'Ampère. Donc, il faut choisir un compteur fermé C. Alors, comme on l'a déjà expliqué, donc, le compteur fermé, alors, il est contenu dans le plan OY, EZ. Pourquoi? Parce qu'il contient le point M. Donc, on a ajouté ici, les lignes de champ, ils sont parallèles à l'axe vecteur unitaire O de Y. Donc, on doit ajouter, alors, des segments pour obtenir une courbe fermée, alors de telle sorte que ce compteur-là doit passer par le point M. Le point M, il est sur l'axe OZ, donc on a ajouté des segments, alors qui sont parallèles au vecteur unitaire E de Z. Donc le compteur d'Ampère, il est contenu dans le plan E de Y et E de Z. Alors, donc, l'intégrale de B scalaire ds et mi0 en lacet est égale à mi0 fois l'intégrale de Gs scalaire ndl. Donc, ça, c'est pour une distribution surfacique. Alors, I, donc, c'est l'intégrale de Gs scalaire ndl. Alors, Gs, il est parallèle à Ex et le vecteur normal n, alors, il est aussi, donc, il est non longévité des cas. Alors, ici, il est également parallèle à Ex. Donc, c'est dl fois Ex, donc est égal à j de x l'intégrale dl fois, donc ly. Alors ly ici, c'est un des côtés qui est parallèle au vecteur unitaire ey de compteur d'Ampère, donc on intègre est égal à gs fois ly. Alors ici, je rappelle que le courant ion lacé, c'est le courant qui traverse, donc, alors toute surface s'appuyant sur le compteur oméga. Alors ici, donc, le courant ion lacé, ou bien il va traverser uniquement alors la longueur ly. Donc, ce sont les courants qui traversent la longueur ly ici. Alors, l'intégrale de B scalaire dl, donc, est égale à l'intégrale de B2 scalaire d2l pour N1, M1. Le compteur d'Ampère, donc, c'est N1, M1, M2, N2, M1. Donc, il est constitué par 4 parties. Donc, l'intégrale de B scalaire dl est égale à B de dl N1, M2. Alors, ici, pourquoi B2? Parce qu'on est dans la région 2. Donc, plus l'intégrale de B scalaire dl M1, M2. Donc, ça, c'est M1, M2. Plus l'intégrale de B1 scalaire dl M2, N2. B1, parce qu'on est dans la région 1. Ici, où s'arrête le champ magnétique B1. Alors, plus l'intégrale de B plus l'intégrale de B scalaire dl de N1, N2. Alors, ici, on a epsilon qui est égal à M1, M2 qui est égal à N1, N2. Alors, c'est tend vers 0. Donc, ces deux intégrales, alors, vont tendre vers 0. Et par conséquent, alors, on aura donc l'intégrale, on a l'intégrale de B scalaire dl est égal à l'intégrale de B de scalaire dl plus l'intégrale de B1 scalaire alors d de l. Donc, on obtient donc c'est alors B1 moins B2 E de Y fois Ly qui est égal à mi0 alors Gs fois Ly.
Alors, mi0 GS, donc GS, c'est vecteur densité de courant qui est dans la direction de EX. Donc, on peut l'écrire, c'est mi0 GS scalaire EX, GS scalaire EX, donc ça donne GS. Alors, EX, EY, EZ, ça forme donc base orthonormée directe. Donc, on peut écrire que EX c'est EY produit vectoriel E de Z. Donc, mi0 GS, c'est mi0 GS scalaire EY produit vectoriel E de Z. Alors, E de Z, c'est le vecteur N12. Donc, on peut remplacer E de Z par N12. On utilise donc les propriétés d'un produit mixte. On obtient mi0 GS est égal à mi0 de GS produit vectoriel N12 scalaire E de Y. Alors, ce qui donne donc ici B2 moins B1 égale à mi0 fois GS produit vectoriel N12. Donc, la composante tangentielle du champ magnétique, elle est discontinue. Et merci pour votre attention.